On a invité au face-à-face cette semaine probablement un des combattants les plus spectaculaires, pas seulement canadiens, mais dans l'organisation de l'UFC également. Peut-être un futur millionnaire, on va savoir. Il va nous le dire. Charles Jourdain, comment ça va? Je suis très content d'être ici. Merci Très beaucoup de me content. recevoir. Très content que tu sois là, puisque on en a parlé hors d'onde tantôt. Quand on a pris notre retraite, Georges puis moi, à un moment donné, il y a eu un gros creux des arts martiaux mixtes ici au Québec. Puis on se demandait qui allait prendre la balle au bon à un moment donné pour être capable de refaire vivre cette passion-là des arts martiaux mixtes que Georges a fait vivre à toute la population québécoise. Puis je pense que tu l'as pris cette balle-là, tu es en train de repartir ça. Là. Absolument. C'est moi et Marc-André Barriault, les deux premiers qui ont signé. Barriault, il s'était battu à Ottawa. Puis je me souviens, j'étais allé le voir. Il y avait Donald Cerrone sur la carte. Pour moi, c'était fou. Là. J'étais juste un fan. Puis là, je vois c'est quoi l'UFC. Puis là, c'est là que tu te rends compte, OK, c'est pas tant différent de ce qu'on faisait à TKO. Il y a juste plus de monde dans le crowd. Puis TKO était une promotion incroyable. Ça a formé des champions. Ça a formé toi, Georges, David Loiseau, Sam Stout, comme on avait parlé un petit peu plus hors d'onde. TKO était tellement solide comme promotion que ça a fait en sorte, quand on a fait le bond à l'UFC, on n'était pas trop dépaysé. On voyait qu'il y a un gros level gap entre TKO, bien sûr, et l'UFC, mais on n'était pas tant dépaysé que ça. En tout cas, pour moi, parce que moi, j'étais dans la deuxième génération TKO, toi, la première. Mais je veux savoir, là, c'est moi qui vais poser la question, comment c'était de passer de TKO à l'UFC? Parce que toi, c'était à une époque où les réseaux n'étaient pas la même affaire. C'était pas les mêmes réseaux sociaux. C'était pas la même game. C'était très différent. Puis je veux savoir comment ça a été de faire le leap entre les deux. Ben, tu sais, puis les arts martiaux mixtes, on appelait ça du combat extrême dans ce temps-là. C'était même pas de nom là-dessus. Mais, tu sais, moi, j'ai eu peut-être la chance aussi de rentrer à l'UFC par la grande porte. Là, je me suis dit contre Tito Ortiz. Par la grande porte. C'est la très grande porte. Mais tu sais, ce qui était bon à TKO dans ce temps-là, puis tu as tout à fait raison de dire ça, c'était la plus grande organisation au monde. Il y avait le Pride, il y avait l'UFC, puis il y avait TKO. Puis TKO a toujours amené des combattants internationaux d'une grande ampleur. Il y avait eu Jeremy Horn. Dans ce temps-là, Jesse Jones, qui était un combattant de fou avec Team Miletich, s'était battu contre David Loiseau. Puis c'était ce combat-là qui a amené David Loiseau aux États-Unis. Fait il essayait tout le temps d'amener des combattants qui allaient nous faire briller. Stéphane Padry puis TKO, puis c'est à cause de ça qu'on arrivait vraiment dans l'UFC. On était justement pas trop dépaysés de ça. Mais tu as raison, je veux dire, on parle des Samson, on parle des Marc Homenick, Georges, Jonathan Goulet. Il y en a, là. Puis je pense que tantôt, tu faisais un décompte. Là. Il y a plus d'une centaine de combattants à l'UFC qui ont passé par le TKO. C'est ça qui est incroyable. J'avais vu sur une espèce de chart, puis je pense que TKO était la 4e promotion qui avait produit le plus de gars qui ont fait le leap à l'UFC. Quand même. Puis c'était, pour vrai, moi, je suis incroyablement content d'avoir encore un bon contact avec... Ben, c'est mon agent, Stéphane Patry, mais j'aimais comment il gérait TKO parce que c'était... Je me souviens, il y avait un gars qui l'avait appelé, puis nous autres, on était allés le voir pour les billets... en tout cas, on était allé voir Stéphane, puis il était dans son bureau, puis il dit « Ah ouais, ben j'aime pas ce match-up-là, t'as-tu un autre match-up? » Puis là, Stéphane, il a dit « Ben rappelle-moi quand tu veux te battre. » Puis il a raccroché. C'est de même, ça marchait. C'est de même, ça devrait marcher. Match. Ben, exactement, parce que la ligne est mince entre passer au prochain niveau. Puis, tu sais, s'il est capable d'aller chercher, je sais pas moi, un champion aux States ou un champion de l'Ontario, peu importe, puis il l'amène, c'est parce qu'il veut te voir briller. Puis dans le fight game, c'est ça passe ou ça casse. Il faut que tu ailles les meilleurs combattants parce que si tu n'es pas capable de battre le meilleur de l'Ontario, puis tu vas aller te battre contre un des meilleurs du Brésil, tu vas trouver le temps long rendu dans la cage. C'est le danger de monter des fiches. Ça arrive des fois à la boxe, mais en arts martiaux mixtes, c'est bien rare qu'on fait ça, monter des fiches. Là. Ah, puis c'est bonbon. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Puis c'est ça qui est un peu plate. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup parler de TKO, à quel point ça t'a forgé, ça m'a forgé. Puis cette espèce de balle-là, ben moi, cette inquiétude-là, on dirait que c'est rendu moi qui l'a pour la prochaine génération. J'en ai pas encore pour 10 ans à l'UFC. Puis je regarde, puis je suis comme, OK, on fait des vedettes sur Instagram, on fait des gars qui veulent pas se battre avec le meilleur gars parce que, ouais, mais si jamais je perds, j'irai pas à l'UFC. Puis je dis, oui, mais à l'UFC, ça va être encore plus difficile. Ouais. Donc tout ça est parti du fait que tu as parlé du rebond. On l'a attrapé. Moi et Marc-André, on fait de notre mieux, mais là, on voit la prochaine génération. On voit Louis, Julien Leblanc qui a signé. C'est sûr qu'il a 35 ans. Est-ce qu'on peut le dire que c'est un gars de la nouvelle génération? Nouvellement à l'UFC, on peut s'en tenir à ça, mais il y a des belles choses qui s'en viennent, mais qui va rattraper la balle?
Le temps nous le dira. Le temps nous le dira, mais en tout cas, la balle, elle rebondit plus. Là. Ça, je peux te le dire. Parce que avec toi, avec Marc-André, vous êtes deux combattants complètement différents. Ouais. Mais vous avez reparti ça, cet engouement-là, qu'on avait perdu. Le MMA était mort au Canada même. Là. Pas juste au Québec, au Canada pendant des années. Là, jusqu'à temps que des Marc Molotte qui arrivent, des Charles comme toi, puis des Marc-André Barriault. Fait que ça fait du bien parce que tu voyages à travers le Canada, tu vas t'entraîner à Toronto. Il y en a des bons combattants qu'on ne connaît pas, qu'on n'a aucune idée qui existent. Mais c'est justement ça. Ils n'ont peut-être pas la plateforme pour performer, pour se faire voir ailleurs ou ben non, pour passer à un niveau supérieur. Récemment, on était à Unified MMA, mais là, eux autres se sont départis de l'UFC. Ils ont fait Unified, ils ont fait leur propre plateforme pour regarder. On a regardé les match-ups, puis même les prelims. Les gars sont tellement rendus forts. Mon jeune homme, Thomas Orsini, se battait dans les prelims, puis écoute, c'est des Kimura sweep, des knockdowns, je me relève, c'est tellement compétitif. Puis versus, moi, je suis prêt à le dire, ma génération versus la génération d'aujourd'hui, c'était pas la même affaire. Imagine la mienne. C'est ça. Les gars, c'était des warriors. On était tous bons, mais on n'est pas autant bons que la nouvelle génération. Là où je pense que votre génération est meilleure que la nouvelle, c'est c'est rendu plus des artistes, sont plus genre touchy, range, puis tout. Vous autres, ça pognait en clinch. On pense à Don Fry contre l'autre asiatique, comme mon Dieu. Puis c'est des droites. Fait qu'il manque un petit peu de feu. Mais d'un point de vue artistique d'une personne qui aime les arts martiaux, on ne peut qu'apprécier à quel point les jeunes combattants sont incroyablement complets. C'est plus des spécialistes, sont bons dans tout. Ça a 21 ans, ça a des black belts en jiu-jitsu, ça a fait du karaté quand ça avait 5 ans, ça a fait de la lutte, ils ont touché à tout. Tandis que nous, on avait encore un peu les spécialistes. Vous autres, c'était vraiment spécifique. Tu vas au sol, tu vas pas au sol avec ce gars-là. C'était pas mal ça le game plan. Mais on n'a pas le choix d'avoir le feu parce qu'on n'avait pas les techniques. Ça vient avec les connaissances aussi. Je pense que ça vient avec l'éducation. Puis tu veux que la nouvelle génération soit meilleure que l'ancienne. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, OK, le sport évolue pour une raison, justement, parce que ces nouveaux athlètes-là, ces jeunes-là commencent plus de bonheur. Puis il y a des modèles comme Georges a été un modèle probablement pour toi, puis toi, tu es un modèle pour la nouvelle génération. C'est la même chose aussi. Hein? 100%. Puis c'est d'avoir parti dans un gym où moi et Lou, on était les seuls jeunes dans le gym. Puis là, tous les gyms sont pleins. Le gym à Davio avec Johan. Il y a tous les gyms. Tu vois à quel point il y a plein d'enfants. Puis on a comme un peu enlevé cet aspect-là que c'est juste de la violence. Non, c'est incroyablement important de devenir fort sur plein d'aspects de notre vie. Et tu l'as dit, les connaissances. Donc, on voit des jeunes garçons, des jeunes filles. Parce que, tu sais, c'était très masculin, le gym. Même moi, dans ma génération. Tandis qu'aujourd'hui, des gens de tous les sexes, tout le monde a du fun, tout le monde apprend. Puis pour moi, que je commence à être plus vieux, de voir la prochaine génération monter comme ça, puis de voir les jeunes à quel point ils aiment le sport. Puis quand je dis jeunes, je parle pas de 12, je parle des jeunes sur les tatamis, ils ont 5 ans. Les cours de kids, c'est plein. Magnifique. Moi, ça me fait plaisir de voir ça. Puis tu sais, je pense juste la notation, comment on l'appelle maintenant, tu sais, avant c'était du combat extrême, c'était des combattants qui faisaient ça. Maintenant, on appelle ça, c'est plus des athlètes qui font des arts martiaux mixtes. On a trouvé un nom à ça, ça a beaucoup aidé aussi. Oui. Bien aussi, toi puis Georges, vous n'êtes pas des cabochons. Des fois aux States ou des fois un peu plus, je dirais un petit peu plus l'Ontario, là, mais il y a des fighters que tu leur donnes un micro puis ils sont en train de prouver un peu qu'on est un sport de cave. C'est plate, qu'est-ce qu'ils disent ou on va juste se fier au dire de Conor McGregor que quand il y a mais moi je veux pas mettre mes enfants là-dedans, McGregor je l'haïs, il est ci, il est ça. Puis je suis comme mais il y a d'autres personnalités, mais comme on a eu au Québec, on a eu toi et Georges, vous avez ouvert le fait que on est quand même des personnes relativement avec une tête et ses épaules. On le fait pour le sport. On n'est pas juste des violents batteurs de femmes. Ça arrive. Mais pas nous autres. Mais c'est donc tu dis ça parce que Georges et moi, on est les deux premiers à avoir arrivé en conférence de presse habillés en habit. Fait que, on a comme mis ce standard-là, puis après ça a parti. Mais je vais revenir, tantôt tu disais au ProStar, vous étiez juste toi puis ton frère à se taper dessus avec les connaissances que vous aviez. Puis on voyait déjà qu'il y avait une espèce de talent inné aussi en arrière de ça. J'aimerais ça que tu me fasses un petit peu le fil de ça, tu sais. De où est-ce que tu es parti, puis là, où est-ce que tu es rendu là. Tu es rendu un des combattants les plus vus, les plus en vogue de l'organisation de l'UFC.
parce qu'on veut te voir combattre, parce qu'on sait que ça va pas être plate, on sait que ça va être spectaculaire. Ouais, là où je pense que j'ai été chanceux d'avoir ces espèces de caractéristiques-là, je peux me dire que oui, je suis spectaculaire parce que j'aime les combats flamboyants, j'aime les finishes, j'aime les flying knees, n'importe quoi qui garde l'attention, mais c'est pas quelque chose que j'ai dû travailler plus que quelqu'un d'autre. Parce que certains combattants, en fait, beaucoup de combattants au Québec qui étaient extrêmement plates. Puis c'est pour ça qu'ils ont perdu leur job à l'UFC. Puis qu'est-ce que tu peux livrer la performance, mais si tu mets la personne contre la cage, puis faut que tu tombes, puis tu fais absolument rien, l'UFC déteste ça. C'est encore pire avec le deal de Paramount. Eh bien, juste pour faire un petit parallèle, en ce moment, ils ont dit qu'il insider information, les Russes, ils n'en veulent plus. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Russes, Dagestanais, Kazakhstan, etc., qu'ils se battent de cette manière-là, sont incroyablement irrespectueux avec le staff de l'UFC. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une certaine... c'est un point de vue un petit peu plus religieux pour eux qui ne veulent pas, exemple, faire affaire de parler avec les femmes qui travaillent pour l'UFC. Là, l'UFC sont comme, OK, attends une minute. Tu ne lis pas la performance, tu es respectueux envers notre staff selon nos valeurs, notre concept de valeur à nous. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se font tasser parce que l'UFC... Exactement. Donc, tout ça pour dire, moi, j'ai été très chanceux parce que quand j'étais jeune, je faisais déjà des ninja moves dans le gym. J'aimais ça. On a regardé des films de Tortue Ninja. On regardait des trucs tout le temps spectaculaires, moi puis Louis. Fait qu'on n'a jamais eu à forcer ce style flamboyant-là. Donc, ça, c'est un atout qui m'a permis de me développer au sein de l'UFC. En ce moment, des combattants actifs, c'est moi qui ai le plus suivi. C'est moi que les gens aiment beaucoup. Il y a eu le Sparta Kick. Tu l'as dit la dernière fois, mon Flying Knee, c'était un fait saillant à vie. Tu l'as dit, c'est un fait saillant à vie pour Charles Jourdain. Je l'ai quand même regardé à plusieurs reprises. C'est sûr. Je me rappelle très bien de te dire, mais c'est ça. Je suis spectaculaire, j'ai du fun. Ça le c'est haut, c'est bas. Je suis 8-7 à l'UFC, donc c'est quasiment une fif. Excusez-moi, faut pas dire ça. On dit pas ça. Une fiche. C'était même pas un lapsus. Je suis désolé. Donc, j'ai une fiche 50-50. C'est pas la fiche la plus extraordinaire, mais là, avec le changement chez les 135, 2 belles victoires. Donc, Victor Henry, qui avait jamais été terminé, je l'ai terminé par guillotine. David Grant n'avait jamais été mis KO. J'ai pris la guillotine, mais on n'était pas loin d'un KO. Plus, l'UFC m'offre une opportunité au top 15, un nouveau contrat. Je pense que j'ai pris une espèce de renaissance là où beaucoup auraient abandonné. Parce que quand j'ai perdu contre Jean Silva, je suis revenu chez moi. Je me suis dit, peut-être que j'aime même plus ça. Peut-être que je suis pas faite pour ça. Peut-être que je devrais abandonner. Puis tout ça, ça me jouait dans la tête. Mais je suis pas quelqu'un qui met son fardeau sur les épaules des autres parce que je pense que de faire une introspection puis de travailler sur soi, le travail intérieur est incroyablement important. Donc, j'écœure personne avec ça, mais je garde ça sur les épaules. Puis j'y pense. Puis je vais au gym. Mais je suis pas aussi dans mon énergie normale. Puis tout. Puis à un moment donné, je reviens à la maison. Puis là, je m'assois. Puis là, Clarence, elle me regarde. Puis elle dit, « Je suis enceinte. » Je suis comme, « Pardon? » OK. Donc là, tous les scénarios partent. OK, quel type de père je veux être? Est-ce que je veux être celui qui a abandonné? Est-ce que je veux être celui qui n'a pas fait tous les efforts nécessaires? Tu sais, c'est correct de ne pas te rendre au top du monde. Par contre, tu peux pas te dire, ben j'aurais pas tout donné. Puis je pouvais pas me dire, je veux pas avoir un enfant, un petit garçon ou une fille, je le savais pas à ce moment-là. Est-ce que je peux arriver au point où je me dis, non, j'ai décidé d'abandonner. Je veux pas ça. Je veux pas être un modèle comme ça pour mon enfant, qui est un petit garçon maintenant. Donc, j'ai fait, OK, parfait. J'ai appelé Stéphane, j'ai tout vidé, qu'est-ce que je pensais. Il m'a dit, OK, parfait, je te set up à l'Institut de performance de Las Vegas. Je suis allé là-bas, ils ont fait un scan sur mon corps. J'étais le plus petit poids-plume de la division. Et pourtant, tu sais, j'ai beaucoup de défaites par décision partagée. Tu sais, j'ai 3 défaites par décision partagée, puis un draw. Fait que, tu sais, c'est souvent à ça. Mais c'est ça, j'ai réussi à passer le gap en descendant à 135, qui est mon vrai poids. Je arrive dans la cage, je me fais frapper par ces gars-là, puis je suis comme « Oh, Jean Silva, il frappe pas mal plus fort que ça. » Donc, une espèce de renaissance, mais a priori, c'était d'accepter que c'est pas vrai que je vais abandonner. Il faut que je mette les bouchées doubles. Puis même si, exemple, j'aurais perdu contre Victor Henry, l'UFC m'aurait dit « You're out », au moins, j'aurais pu me dire « J'ai quand même tout donné ». Puis c'est ça qu'il faut comprendre, que c'est pas juste le résultat qui est important, c'est de savoir à quel point tu as mis tout ton guts, toute ton énergie. Pas de regret. Exactement. Mais là, ça va bien, ça roule bien. Bien, ça va bien. Bien, tu me parles justement de ce contrat-là parce que tu l'as dit, ces réseaux sociaux. Moi, j'ai lu, il y en a qui... Peut-être qu'ils n'ont pas aimé ça. C'est correct, c'est leur droit. À un moment donné, on s'en fout. Là. Je veux dire, à un moment donné, tu l'as dit. On s'en fout. Puis, tu sais, tu as le droit d'être content de dire que tu as un contrat possiblement à 1 million au bout de la ligne, de travailler pour.
Moi, tu me parles de cet accomplissement-là. Ça vient me chercher parce que la première fois que j'ai été payé pour un combat, j'ai été payé 1000 bahts dans un vieux garage. J'ai fait dans une espèce de ring garage en Thaïlande. 1000 bahts, c'est 40 piastres canadiens. À peu près. Fait que là, j'y passe de 40 $ à un contrat de 1,3 million US. Puis pour moi, c'est extraordinaire parce que j'ai pris le temps de souligner dans la publication quand j'ai mentionné ça, c'est que l'argent, c'est pas tout, mais l'argent, c'est pas rien. Cet argent-là, moi, quand je regarde l'argent, je regarde une espèce de liberté où je peux passer énormément de temps avec mon enfant. C'est ça. Ça fait en sorte que ma femme peut travailler sur tous ses projets, être à la maison, puis tout. On n'a pas besoin de 2 entrées. Parce qu'aujourd'hui, on va se le dire, l'inflation, il y a plein de choses qui fait en sorte que les gens sont un petit peu plus stressés puis un petit peu plus serrés financièrement. T'sais, moi, je vais faire une épicerie pour moi, ma femme puis mon fils, puis je suis comme, fuck man, comment les gens qui ont un salaire X peuvent se permettre. Fait que, c'est un peu ton fils va commencer à manger bien. Oui, exactement. Là, là, il a sa créatine puis ses protéines. C'est bon, ça. Fait que c'est ça. Fait on partira pas tout sur politique, Québec, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'achète une liberté où je peux passer beaucoup de temps avec mon fils, puis pour ça, ça vaut tout l'or du monde. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, l'argent, c'est pas tout, mais l'argent, c'est pas rien. Pour moi, c'est la liberté. Puis c'est une liberté que comme j'ai dit, j'ai saigné pour. Ton prochain combat, tu l'as mentionné aussi, c'est probablement un combattant qui va être dans le top 15 mondial. Tu es sur monsieur. 2 victoires de suite, 2 victoires par guillotine. C'est-tu moi ou bien là, on dirait que tu gagnes par guillotine sans arrêt, puis on dirait qu'on la respecte pas encore, cette guillotine-là. Et là où les gens font une erreur, c'est qu'ils pensent que je cherche la guillotine. Vous me donnez la guillotine parce que je vous mets... C'est soit tu acceptes le Kimura Sweep, ou c'est toi qui avais disséqué mon combat en live contre Victor Henry, puis t'arrêtais pas de dire il va pour le Kimura. Tu connais la séquence. BTT, les deux, on vient de la même école, on a le même maître, Fabio Holanda. Donc, si tu respectes pas le Kimura, puis que tu mets ta tête, ben, tu vas me donner la guillotine. Si tu me donnes pas la guillotine, c'est que tu t'en vas vers l'arrière, je peux aller chercher un Kimura Sweep ou je peux aller chercher un triangle. Il y a tellement d'attaques. Donc, sauf que maintenant, ils savent. Ben, David Grant le savait. T'es capable de le passer. Si tu es capable de passer un genou en face de la personne, après ça, la personne ne pense plus de la même manière. C'est très important, un petit point fort intéressant qu'il y a beaucoup de gens qui ont disséqué le combat contre David Grant, mais qui n'ont pas pris en compte, c'est que juste avant de lancer le coup de genou à la volée, j'ai fait un step back et j'ai lancé un snap kick à la tête. Et le snap kick à la tête, ça shake la tête pendant une fraction de seconde. Et quand ta tête shake, tu peux en parler, tu es un combattant, quand tu as ce petit snap-là, tu ne penses plus à ton game plan, tu tombes sur tes automatismes. Donc, moi, David Grant, par le fait que c'est un homme qui avait, comme moi, 16 combats à l'UFC, j'ai regardé chacun de ces combats-là et je sais c'est quoi ces automatismes. Pourquoi? Parce que quand tu manges plusieurs coups dans le combat, tu ne penses plus. Ton cerveau, il y a l'adrénaline, le sang bouille, etc. Tu reviens à tes patterns. Et ces patterns, c'est quoi? C'est lancer son hook avec le menton bien sorti. Donc, j'ai snappé à la tête, fait un step back, puis j'ai dit, il s'en vient automatique. Puis tu le vois dans la vidéo, il y a une main sur la photo qui est, à mon avis, légendaire. Là, je l'ai framé, cette photo-là. Du coup, genou à la volée, le genou est directement sur le menton, puis lui, il a les yeux fermés, il est en mode... Parce que ce coup de genou-là, tu l'avais essayé à peu près 2 fois dans le combat Le principe du genou était, reste loin de moi parce qu'on va faire une guerre de loin. Tout comme moi qui attaque le Kimura, c'est une façon de te dire, je vais te sweep ou je vais te pogner la guillotine. Donc, je t'envoie une espèce de fais un choix. Donc, le flying knee, c'est soit tu manges mon genou en face ou tu restes loin. C'était comme mon c'était comme mon rape whistle. Ouais, ça a l'air drôle dit de même. Là, warning, on va dire. Warning, disons ça comme ça. Vous le savez quand vous invitez Charles, ça se peut qu'il y ait des... Mais tantôt, c'était vraiment un lapsus, je tiens à le dire. Là. C'était une fiche que je voulais dire. Donc, non, c'était ma manière de dire, tu sais, reste loin de moi, puis on va faire une game de loin. Parce que de loin, je le disséquais, je lançais des bons coups. Le Superman Punch, il a fait rock la tête. Je trouvais que je faisais vraiment une belle job. C'était pas une job de volume, parce que David Grant, quand tu commences à lancer beaucoup de volume, il fait des très belles performances. Il avait battu Marlon Vera, qui se battait plus tard dans la soirée contre Ayman. David Grant l'avait déjà battu justement avec cette erreur-là où Vera essayait de combattre dans le pocket. Tu veux pas combattre dans le pocket avec quelqu'un qui est wild. Puis toi, il suffit que tu manges un mauvais coup puis tu viennes de perdre pour une connerie. J'étais pas prêt à faire ça. Donc, le genou, a priori, était pour lui dire « Reste loin, on va jouer de loin. » Puis, mais quand je l'ai pogné à la tête avec le kick, j'ai dit « OK, c'est sûr qu'il s'en vient. » Puis quand j'ai touché le genou, j'ai même été gentil. J'ai tenu sa tête pour aller au sol. Je me suis mis à lancer les coups.
Puis ça a été un réflexe naturel parce que quand tu tiens les pieds de quelqu'un, quand tu es au top de la demi-garde, la personne, elle essaie d'enlever ses pieds parce qu'elle veut faire ce qu'on appelle un technical lift. Si vous regardez les vidéos breakdown d'Avio, il y en a probablement déjà parlé. Petit plug. Le technical lift, c'est que tu as besoin de tes points d'appui, tu as besoin d'un pied au sol pour te relever. Et ce pied-là était dans ma main. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Vu qu'il ne pouvait pas faire le technical lift, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu se rapprocher de moi. Donc, je n'ai pas couru après la guillotine. Il m'a donné la guillotine. Donc, beaucoup de mots pour dire que la guillotine, je ne la cherche pas, mais je m'assure que toi, tu sois guidé vers la guillotine. Moi, ce que j'ai vu dans ce combat-là aussi, c'est une grande amélioration de ton fighting IQ. Ouais. En voulant dire qu'avant, tu étais dommé, là, mais en voulant dire que avant, lorsque tu étais sous pression, souvent, ça sortait moins naturellement. Oui. Mais là, David Grant t'a mis de la pression en partant. Je t'ai vu gérer le rythme du combat, même si c'est toi qui étais sous pression. Oui, absolument. Je me suis battu, on appelle ça sur le backpedal. Puis je faisais des belles feintes. J'ai lancé le kick au corps, puis après ça, je lève le genou, je lance le Superman Punch. Tout était vraiment aligné avec tout se faisait naturellement parce que c'était dû à une constante répétition de tous ces patterns-là qu'on avait drillés. Tu sais, les gens qui regardent et qui disent « Ah, je veux être un UFC fighter », c'est pas tant excitant parce que tu vas dans le gym et tu répètes constamment. Tu sais, tu connais ton curriculum de Blue Belt à Purple. Bien, c'est la même affaire. Nous autres, on est en constante répétition de choses qui doivent marcher parce que je suis plus en mode « je veux apprendre 1000 choses » parce que ce que j'apprends aujourd'hui, je serais pas capable de le mettre en pratique au niveau de l'UFC. Donc là, je dois peaufiner mon game, comment je me bats moi. Donc, c'est très important pour mes coachs. Stéphane Larouche, Fabio Holanda, Joe Valtellini, le champion de Glory, et Son, on build vraiment en fonction de ce que je suis déjà bon, puis on l'aiguise le plus possible. Puis moi, j'aime dire, c'est une espèce d'analogie où on dit que je me bats comme un scorpion. Tu vois les fangs, tu vois le striking, je te découpe et tout, mais toi, tu veux te rapprocher, puis là, pouf, le pic, le venin vient te chercher juste après, puis le pic, ce serait la guillotine. Donc, c'est une belle analogie, je trouvais ça vraiment cool. C'est cool. Puis tu sais, t'as eu une bonne performance à ton dernier combat, mais t'es un gars qui finit beaucoup ses combats. Ouais. Évidemment, on voit maintenant avec les bonnies, avec Paramount, 25 000 $ à toutes les fois que tu finis un combat, 100 000 $. Je veux dire, pour toi, tu es un combattant qui est spectaculaire, qui finit ses combats. Je veux dire, c'est fantastique. Oui, mais par contre, il y a une règle dans l'univers. Si, mettons, je m'en vais combattre en me disant il faut que je performe, je l'éloigne. Ça fait que ça, je l'ai compris à un moment donné quand je m'étais dit, OK, après la soumission de Victor Henry, on est revenu. Puis là, les gars, t'es comme bonus. Puis j'étais comme shut the fuck up, fermez-la, on n'en parle pas. Puis on est en train de manger dans un restaurant, moi, Son, Fabio et Joe. Puis Stéphane nous a appelés, puis il dit « You got it ». Puis j'étais comme « OK, good, là, on peut en parler ». Mais quand le monde sont comme... Quand tu cours trop après quelque chose, ça commence comme le fameux gars au bord de « Je vais aller voir elle ». Puis ça marche pas, mais c'est la même affaire. Fait que la loi de l'attraction fonctionne. Travaille sur toi et tu vas attirer. Si tu cours après quelque chose, c'est comme un aimant. Tu l'absorbes pas, tu l'attires pas. Donc... Be careful with that. Je veux que tu me parles un peu de ton frère, mais je veux pas qu'on parle de ton frère. Je veux que tu me parles comment toi, tu as toujours mis ton frère à la même égalité que toi. Toutes les fois que tu avais des entrevues, tu l'enseignais tout le temps le nom de ton frère. Tu disais, il s'en vient, on s'entraîne ensemble. Des fois, tu disais quasiment qu'il était aussi bon que toi. Puis finalement, c'est arrivé. Tu l'as dit à quelques reprises. Ouais. Ça, je trouve ça beau, ça. Je trouve ça le fun. Puis finalement, c'est arrivé. Vous êtes les 2 premiers frères canadiens dans le son de l'UFC. C'est un bel accomplissement, ça. Ah, absolument. Puis tu sais, pourquoi... Dans le fond, un des plus gros problèmes de moi et Louis, ça a été qu'on a... on a été élevés dans un environnement où la plupart des gens ont été élevés dans un environnement, on appelle ça hiérarchique. Puis le problème avec ça, c'est qu'il n'y a pas de relation horizontale parce que, il a fait ça, mais c'est parce que lui, il n'a pas eu ça. Puis, tu sais, il y a tout le temps une comparaison, puis tout. Puis, il fallait tuer ça le plus possible. Puis, moi, de mettre Louis de l'avant comme ça, puis même quitte à dire qu'il est meilleur que moi, je le sais que si on se battrait un jour, parce qu'il y a plein de monde qui le demande, est-ce que vous allez vous battre un jour? Vous êtes dans la même... On le ferait. Pour de vrai. Si on arrive, mettons, que les deux, on a cleané la division, moi, je suis champion, Louis est champion, puis qu'on le ferait. Pour le love du sport. Mais est-ce que ce serait un combat legit? Fort probablement que non, parce que je pense pas que je serais capable de le frapper de toutes mes forces, à moins qu'il m'ait écœuré avant, puis qu'on se repogne comme quand on était petit. Mais bon. Souvenirs d'enfance. Mais oui, Louis, je le mets sur un piédestal parce que j'ai toujours vu que, tu sais, le monde le voit briller aujourd'hui, mais Louis travaillait en même temps que moi, était tout le temps dans le gym. Parce que Louis, ça a été longtemps ton frère. Ça a été longtemps le frère de Charles.
Là, c'est sa propre entité. Exact. C'est là, son... on sait qu'il s'appelle Louis. Exactement. Donc, quand il a gagné à Contenders, puis qu'on a entendu Dana dire « Get over here, fantastic performance », ça a comme fait... moi, ça me relâchait un petit peu les épaules. Parce que j'avais l'impression que Louis était plus sur mon navire, il était rendu le capitaine de son propre bateau. Fait que ça, pour moi, c'est yes, let's go, va t'accomplir maintenant. Puis, on va pas se mentir, en ce moment, ça a créé une espèce de séparation entre nous deux. Parce que là, c'est comme Louis a des erreurs à faire, puis moi, ce serait lui voler de sa destinée si j'arrive puis j'ai dit « Ouais, mais fais pas ça, fais ça comme ça, etc. » Donc, on avait certains conflits behind the scenes dans le sens où Louis est comme « Non, laisse-moi faire comme j'ai envie de faire. » Puis c'est ma responsabilité de respecter ça. Mais fait que ça fait en sorte que Louis est en train de s'accomplir, il fait ses choses, moi je m'accomplis de l'autre côté. Ça veut pas dire que si Louis me dit « Hey, telle affaire, on travaille-tu là-dessus? » On va le faire. Mais par contre, ça a l'air égoïste, mais ce l'est pas, c'est que Louis doit faire ses erreurs. Absolument. Tout comme moi, je dois faire les miennes. Parce que les gens disent « Ouais, mais les gens, ils peuvent apprendre des erreurs des autres, puis tout, mais il n'y a rien comme l'expérience. Tu sais que le feu il est chaud parce que tu t'es brûlé. Ouais. That's it. Fait que on a une dynamique quand même assez spéciale. Puis, mais par contre, peu importe ce qui va se passer entre moi et Louis, je vais toujours lui souhaiter le meilleur. Puis si Louis pourrait faire plus d'argent, plus de succès, plus d'accomplissement, je ne serai qu'un frère fier de son petit frère. Ben, c'est beau ça. Est-ce que c'est un souhait de vous battre sur la même carte ou ça serait quelque chose qui serait peut-être un peu angoissant ou trop stressant pour, c'est pour toi? ça, c'est une excellente question, mais ça peut être un couteau à double tranchant parce que si les deux on gagne, c'est une belle soirée, il y en a un qui perd, il y en a un qui gagne, tu veux pas être le gars « Hey, let's go, on s'amuse ». Pendant que l'autre, il est comme « Dude, je viens de me faire péter à mâchoire ». Notre sport il est quand même assez extrême. Donc, écoute, on l'a fait à TKO à plusieurs reprises. On a bien navigué avec ça. Mais à suivre, parce que l'UFC, c'est l'examen, c'est pas un brouillon. Fait que à suivre. Mais là, pour ce qui est de l'instant, Louis va probablement se battre en juin. Puis moi, ça va être sur la prochaine carte au Manitoba. Ça, on a le droit de le dire. Puis si jamais ils sont pas contents, eh bien, c'est de la faute à Pat Côté. Je vais prendre la blâme. Je veux qu'on parle des réseaux sociaux parce que moi, ça n'existait pas tant que ça. Puis t'es fort. T'es très fort sur les réseaux sociaux. Ça t'amène énormément de visibilité. Ça t'amène énormément probablement de contrats, de visibilité sur le monde avec qui tu fais affaire déjà là. C'est vraiment quelque chose d'important maintenant pour un athlète d'utiliser ces affaires-là, les réseaux sociaux. Il faut quand même un degré d'authenticité parce que si tu essayes de fake, tu vas pas créer une communauté. Tu vas juste faire des likes, puis après ça, le monde se fout un petit peu de toi. Mais moi, mon but, c'est d'essayer de donner quand même de jouer. Vous savez que je suis edgy, je suis tout le temps edgy, voulant dire, je suis tout le temps sur le bord là, de je vais perdre mon account ou pas. Mais j'ai quand même créé une bonne communauté. J'ai un canal francophone où il y a 1500 membres, donc environ 1500 Québécois, puis je chatte avec eux. Puis ça, pour moi, c'est très important parce que il faut comprendre qu'avec les réseaux, tu as 6 secondes pour capter l'attention de la personne. Fait que, tu ne peux pas arriver comme une entrevue comme toi puis moi aujourd'hui où on étale nos connaissances sur le long terme. Le monde qui sont couchés sur leur téléphone comme ça pendant la nuit, exactement. Donc, tu dois aller générer 2 types de contenu. Parce qu'il y en a qui disaient, Chris, on a le Charles d'Instagram puis on a le Charles long format. C'est 2 choses complètement différentes. Puis je suis comme, oui, mais c'est pour ça que le short form puis le long form, ça veut pas dire que je suis pas la même personne. Ça veut dire que il y a une plateforme que je dois capter ton attention rapidement, puis il y en a une autre qu'on peut prendre le temps. Récemment, j'ai fait le podcast avec Hugo Girard. Incroyable. C'est comme type. C'était un très bon podcast. Puis là, les gens ils sont comme « Ouais, mais je t'avais jamais vu sur cet angle. » Puis j'étais comme « Et pourtant, il y en a plein des podcasts de Charles Jourdain. » Mais c'est parce que la plupart des gens commencent avec l'Instagram. Après ça, ils vont sur le YouTube. Puis après ça, ils vont sur le long form. Puis ça nous permet de nous démarquer sous plusieurs facettes. T'es maintenant père? Oui. Oui. Hector, excuse-moi. Hector. Qu'est-ce que ça a changé sur ton approche maintenant de... Tu sais, avant, quand t'as pas d'enfant, tu sais, en étant un athlète professionnel, t'es égoïste. Tu penses à toi, puis il faut que tu le sois pour performer. Moi, j'ai eu mes enfants en fin de carrière, fait que c'est pas grand-chose, je me suis battu une fois. Mais là, toi, il te reste encore beaucoup de temps en avant de toi dans les arts martiaux mixtes en tant qu'athlète. Comment est-ce que tu vois ça présentement? Est-ce que, quand tu vas au gym, comment tu visualises les prochaines années en étant un père? Puis, mon autre question, est-ce que tu amènerais ton enfant
te voir battre? Ah, ça, 100%. Ouais? Ouais, je vais commencer avec la deuxième parce Ok. que la réponse est simple. Oui, ce serait un rêve pour moi. Tu sais, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais regardé Donald Cerrone qui avait apporté son petit Ouais. gars, je pense qu'il appelle Danger. C'est comme Ouais, le nom ouais. le plus hot. Puis il y avait Danger dans l'octogone avec ses petites coquilles, puis sa femme, puis Ouais. tout. Ça, c'était génial. Puis pour moi, ça a été comme un moment de me dire, ah, j'aimerais ça vivre ça un jour. Est-ce qu'il va être assez vieux? Je sais pas combien de temps il me reste. Tu sais, on n'est jamais à l'abri d'un intempérie. Moi, je me donne à peu près 3 ans. Mais ça, c'est Ah mon ouais, take. Pour ce qui est de la première question, tu l'as dit, le mot, c'était égoïste. J'étais incroyablement capricieux parce que c'était tout à propos de moi. Comment je me sens? J'ai-tu bien dormi? J'ai-tu mangé 30 grammes de brocoli avec moi? Tout était minutieux. Et pourtant, je n'étais pas heureux là-dedans parce qu'on dirait que quand tu ne travailles que pour ton petit être, tu n'as pas le sens de communauté, tu n'as pas le sens de travailler pour quelque chose de plus grand que toi. T'as pas une gratification plus grande que toi-même. Exactement. Puis de penser qu'on est notre propre Dieu, d'une certaine manière, je pense que c'est là que, quand moi j'ai pogné mes pires débarques, c'est quand je pensais juste à moi. Puis là, d'avoir le petit Hector, je pense que le plus beau cadeau qu'il m'a fait, c'est de comprendre que la vie est bien meilleure quand tu as un sentiment de communauté, quand tu as un sentiment de contribution envers ta communauté. Pour moi, ma communauté, c'est ma femme, mon fils, notre maison, notre foyer. Puis après ça, ça commence à s'élargir en fonction de la famille, les cousins, etc. Mais quand tu sais que tu peux contribuer à ces gens-là, parce que j'ai eu la conversation avec Clarence, puis elle m'a dit, est-ce que tu aimes ça te faire reconnaître? Puis il faut vraiment se demander, est-ce que j'aime ça quand les gens sont comme « Hey, arrête au Costco, hey Charles, nanana ». Puis j'ai vraiment dig deep. Je me suis vraiment posé la question, comment je me sens face à ça? Puis c'est pas le fait que les gens reconnaissent. Les fois où je me suis le plus senti valorisé dans une interaction comme celle-ci, c'était, j'ai écouté ton long format avec Pat Côté, avec Hugo Girard, puis j'ai tiré quelque chose. Il a pris le temps. J'ai pris le temps. Puis moi, ça m'a permis de rallumer un feu. Il y en a un au Crew Gym, un jeune homme qui a dit que sa vie était un peu en chamboule, il y avait des problèmes de consommation, etc. Puis il a écouté un des podcasts, puis il a dit « Man, ça m'a sorti de là, je travaille, il y a des entreprises, etc. » Puis moi, je trouve ça cool, mais c'est pas, je le fais pas « Yes, j'ai changé la vie de ». Je dis non. Moi, il y a des gens exceptionnels qui ont écrit des bons livres, qui ont fait des bons podcasts. Moi, je suis allé chercher quelque chose. Je l'ai apporté à ma vie. Ça a été quelque chose de positif. J'arrive dans un podcast, j'en parle. Quelqu'un en tire quelque chose de positif. Puis là, on dirait que tu es en train de créer un lien, juste une chaîne de positif. Fait que de savoir que quelqu'un me reconnaît à travers mes dires parce que ça a été quelque chose de positif pour leur vie, moi, je suis incroyablement content de ça. Je le fais pas pour ça. Mais si toi, tu peux aller chercher du positif dans ce que je dis et ce que je fais, je suis incroyablement content. Il y a une grosse différence entre vouloir être un combattant et en être un. Il n'y a pas de fake it till you make it dans le Non. fight game. Tu peux pas faire semblant d'être un combattant, il n'y a rien de plus vrai que ça. Tu peux faire semblant d'être un chanteur, tu peux faire semblant d'être un peintre, tu peux faire semblant d'être bien des choses en vie. Un combattant, c'est non parce que tu vas être exposé par la réalité où la réalité, c'est que l'autre personne s'est préparée, puis l'autre personne veut t'arracher la tête, puis il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment moyen de faker d'être un combattant. À moins que tu te battes contre Pepito Gonzalez, 372 défaites au premier round, puis que là, tu as un combat serré avec, mais bon. Mais bon, tu vas pas être celui-là qui va perdre contre lui. Ah, écoute. C'est drôle parce que sur Internet, ils vont souvent, ils vont regarder Tapology, puis ils vont regarder les peer records. Ouais. Puis là, il y en avait un, écoute, c'est Kyle Vivian. Kyle Vivian se battait, il était 0-7, petite moustache, il faisait 5-4. Pas grand. Puis nous autres, on l'avait vu combattre à Saint-Hilaire quand il avait fait un show pro. Puis il se battait contre Ayman Zahabi. Tu sais, Ayman Zahabi, en ce moment, est numéro 5 au monde. Puis tu sais, quand tu commences au début, la plupart des gars, il y avait des fighters. Puis Kyle Vivian, il avait fait ses 2 premiers combats. Premier contre Ayman Zahabi, puis le deuxième contre Sergio Pettis. Là, je suis comme... Je comprends, il l'a pas eu facile, non, Kyle Vivian. Fait que moi, ça me fait rire quand les gens partent sur Tapology puis ils se mettent à disséquer les fiches. Ou récemment, dernière petite partie drôle parce que ça m'a fait rire. Ils ont dit, c'est quoi le worst nickname? Toi, ce serait quoi le worst nickname que tu as jamais entendu? C'était Frank Trigg, c'était Twick and Toes. Ah mon Dieu, c'est terrible. C'est terrible. C'est horrible. Ou Joey Beltran, c'était The Mexicutioner. Mexicutioner. Il venait du Mexique. Oh c'était mon du Dieu, Mexicutioner, ouais. Cultural Appropriation en 2026. Pas à peu près. C'était, moi, celui que j'ai vu, j'ai fait, c'est impossible, c'était un roux de l'Irlande. Puis c'était The Ginger with the Intention to Injure.
C'est là, man, c'est le pire nickname que j'ai jamais vu, man. C'est un peu long. Ouais. Mais je suis bien content que Bruce Buffer ait jamais eu à dire ça. T'as dit tantôt, puis t'as l'air assez serein avec ça, que tu donnes 3 ans, à peu près. Oui. Puis t'as l'air vraiment calme sur qu'est-ce qui s'en vient. T'as des grosses choses qui s'en viennent, t'as signé un beau contrat, puis t'as l'air vraiment serein avec où ce que t'es présentement. Est-ce que tu peux dire que présentement, t'es probablement dans la plus belle période de ta vie? Le pic de ma carrière, je le sens physiquement. Je suis pas Charles de 23 ans qui arrive à l'UFC en train de se battre avec des hommes. Je suis un homme. Dans Game of Thrones, il dit « Kill the boy and the man will appear ». Puis je pense que d'avoir mon fils, d'avoir combattu 16 fois à l'UFC, j'ai été forgé par l'UFC. Je suis arrivé à l'UFC, j'étais très jeune. 23. Ton premier combat, c'était à short notice aussi. Quelques semaines à 155. Il a fallu que j'aille en bas au restaurant me payer un burger pour faire 153,6 parce que j'étais là, je mangeais des frites parce que je voulais pas avoir l'air du kid que ça va être facile. Fait que j'essayais de jouer le mental game mais ça n'a pas marché. Mais c'était un beau combat, par contre. C'était une belle expérience, Rochester. C'était le crowd le plus violent que j'avais jamais vu. Parce que, dans le fond, Desmond Green était le héros de Rochester. Puis quand je suis rentré, on se faisait lancer des affaires. Je me faisais traiter de toutes sortes de noms. Il y a même un gars, j'étais en train d'acheter des souliers, puis là, le gars, il vient me voir, il me dit « You fighting Desi? » Puis là, j'ai dit ouais, puis le gars, il avait comme un ski mask, puis là, il avait dit I hope he kills you, motherfucker. Puis il était même papa, puis il me faisait des signes de fusil, puis j'étais comme j'arrive de Chambly, là, tu sais, je suis pas salut, tu sais, je suis chill. Mais après le combat, tout le monde était cool, mais tu sais, il veut pas, il y a comme un stress fight week. On n'avait même pas le droit de sortir de l'hôtel après 6 heures parce qu'il y avait trop de crackheads, c'était trop une ville dangereuse. Rochester, c'était vraiment pas. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est ça l'UFC, vous allez continuer de m'envoyer dans des endroits comme ça. Mais après ça, je suis allé en Corée, qui a été, pour moi, encore à ce jour, la plus belle expérience de l'UFC que j'ai jamais eue. Ça bat tout, même le Sparta Kick, le Flying Knee, etc. Je me suis battu contre le roi de Busan, Duo Choi. Je lui ai passé le KO au 2e round. Il m'a knockdown. C'est la première fois que je me faisais knockdown. Puis quand j'étais sur le sol, je vais toujours me rappeler, je me suis dit, écoute, si je peux manger une volée, je vais manger une estie de volée. Tu sais, genre, tu vas falloir que tu me tues. Puis je me suis relevé, puis bang, il m'a re-shot. Je le re-shot. J'ai réussi à le knockdown au premier round. Je retourne m'asseoir, puis Louis, il dit, t'as 10 minutes pour changer le reste de ta vie. Parce que si je perdais ce combat-là, je viens de perdre mon début, je perds à Busan, probablement que l'UFC aurait fait... You're out. Duo Choi, c'était ton deuxième combat? Deuxième combat, c'était mon premier combat. Puis, tu sais, lui, il avait déjà eu le fight of the decade avec Cobb Swanson. Tu sais, Duo Choi, c'était un monstre. Mais personne ne voulait aller se battre contre Duo Choi à Busan. Fait qu'ils ont dit, regarde, on a envoyé Charles à Rochester. D'après moi, il n'aura pas peur d'aller en Corée. Puis, boum, je suis allé. Puis, je me souvenais pas que c'était ton deuxième C'était mon premier featherweight fight, exact. Fait que, tu sais, ils m'ont pas donné des... Non. C'était pas un gift, celui-là. Mais je suis allé chercher ce que je voulais, puis c'était un knockout. Ils m'ont donné la performance de la soirée, puis j'avais demandé à Dana, je dis, écoute, j'habite dans le sous-sol chez ma mère, tu peux-tu me signer un chèque? Puis ils m'ont signé le chèque de 50 000, que d'ailleurs, j'ai eu incroyablement peur parce que ça prend longtemps avant de recevoir le bonus. Puis là, j'étais comme, ils m'ont-tu oublié? Puis là, j'étais comme, Stéphane, appelle-les. Puis il était comme, Charles, ça prend du temps. Puis c'était en décembre 2019. Fait que, tu sais, les accountants, ils travaillent pas en janvier, blablabla. Fait que là, ça a pris fort 4-5 mois avant que je reçoive mon bonus. Ah non, c'était long. Je stressais. J'étais comme, je vais-tu le recevoir? Là? Puis là, je suis allé m'acheter une BM. Là, puis je suis serré. Fait que, ouais, c'était une drôle de période de ma vie, mais oui. Puis après, tu sais... Tu as eu des combats, puis tu n'as pas été chanceux, parce que tu as eu beaucoup de changements d'adversaires à la dernière minute aussi. Beaucoup, oui. Puis j'ai jamais dit non. Je pense que l'UFC m'aime beaucoup. C'est ça que je dis quand j'ai été forgé par l'UFC. Parce que j'ai eu... après Duo Choi, j'ai perdu contre split decision contre Andre Fili. Andre Fili qui est un legit featherweight. Puis encore une fois, j'ai 24 ans à ce moment-là de ma vie. Je suis encore un petit gars. Puis ça s'est déterminé au troisième round, je pense, un takedown. Ce qui m'a fait, c'est exactement, c'est au troisième round, il a fait un signe à la Max Holloway, il a pointé le sol, puis j'étais comme OK, puis quand j'étais allé pour shotter, il m'a shooté, puis là j'ai tombé, je me suis relevé, puis j'étais comme puis là quand la cloche est sonnée, j'ai juste fait ça de même, puis là Fabio était get your hands up, tout, parce que moi j'avais l'idée défaitiste de si ils viennent m'avoir sur les points, mais les refs ils regardent, pas les refs, excuse-moi, les juges exactement, ils vont regarder ça, puis moi j'étais comme avec ma posture de même, mais non, Fabio, c'est tout qu'un homme. Hein? Puis c'est ça, de bâtir une relation avec Fabio plus l'UFC,
Où est-ce que je suis rendu aujourd'hui? Je me sens pas trop loin, je me sens pas trop en arrière, je me sens à ma place. Puis ça, il n'y a pas de mots pour expliquer à quel point je suis bien. Quand j'étais pendant le Fight Week, les gens se disaient « Comment tu te sens? » Puis je me sens à ma place. Parce que c'est de quoi que j'avais pas eu depuis vraiment longtemps. Probablement à l'adolescence, j'ai perdu ça. Puis là, tu es en train de te faire pitcher dans le monde. Tu essaies de devenir un homme. Tu veux être plus fort physiquement, mentalement. Tu es tout le temps en guerre contre toi-même, contre ta propre faiblesse, puis contre tout. Puis tu sais, j'étais très... Puis ça, je vais en parler parce que c'est important. J'étais très anti-gouvernement, anti-ci, anti-ça. Mais tout ce que je combattais, c'était ma propre médiocrité parce que j'étais pas capable de gérer mes affaires moi-même. Fait que dans le fond... Quand tu n'es pas capable de te pointer du doigt, mais qu'est-ce que tu fais? Tu pointes les problèmes partout. C'est le gouvernement, c'est le vaccin, c'est... Shut the fuck up. OK? Entraîne-toi, fais de ton mieux, puis la vie, tout va s'aligner. Puis là, maintenant, ma capacité d'introspection, elle est x10. Quand il y a un problème, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, pas de problème. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, ça veut dire qu'il y a une solution. Solution. Tu sais, tout est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. J'ai appris une phrase, c'est contrôler le contrôlable. C'est exactement ça que tu viens de dire. Puis j'adore. Je te le dis, ça fait toute la différence. Charles, t'es un gars brillant, pas seulement dans l'octogone, mais dans la vie de tous les jours. Puis je pense qu'on avait besoin de ça aussi pour remonter les arts martiaux mixtes ici au Québec. Tu nous représentes d'une manière extraordinaire. Mais m'invite pas à tout le monde en parle, man, parce que je suis beaucoup trop rock'n'roll pour eux, man. Ça va venir. Continue de faire des performances comme ça, puis il n'y aura pas le choix. On va pousser là-dessus, mais merci d'être venu pour vrai. Puis ça a été un bel échange. Puis je pense que, encore une fois, tu parlais que nous autres, on a peut-être amené le sport à un autre niveau, au niveau visuel, pour montrer au monde qu'on n'était pas tous des brain dead. Mais je pense que toi aussi, t'en fais partie maintenant. Puis merci de montrer cette vulnérabilité-là, puis cette espèce d'ouverture d'esprit-là aux jeunes qui commencent aujourd'hui pour faire des arts martiaux mixtes, pour convaincre peut-être leurs parents de dire « OK, non, c'est vraiment un sport légitime. » Merci à toi. J'ai vraiment apprécié. C'est des bonnes questions. Puis, guys, pour de vrai, à quel point Pat et Georges ont mis le sport sur la map. Mais là, check, je vais lancer un petit jab à Georges, OK? Parce que Georges, par le fait que il a ses propres choses, tu sais, il s'investit pas autant. Il s'investit dans le gym, mais tu sais, il fait ses affaires. Georges, ça n'a jamais été la personne la plus publique au Québec. Toi, tu es encore là. Tu fais les émissions, tu donnes beaucoup d'énergie au sport. Puis, pour de vrai, sans toi, puis sans Lucas de l'Arena d'ailleurs, il manque cette espèce d'engouement-là de médias. Tu sais, c'est pas normal que tu sais, des Tommy Morrison, qui est un jeune homme très intelligent, ne soit pas invité sur des plateaux. Puis moi, je serais pas jaloux de ça. Moi, je sais que j'ai une personnalité très controversée, puis on dirait que c'est comme quel Charles on va avoir aujourd'hui. Fait que ça me dérange pas. Tu sais, moi, je peux me dissocier de ça, puis j'en ai pas besoin pour gagner mon pain. Mais bref, tu sais, des Tommy Morrison, des Louis Jourdain, invitez-les partout. Parce que ces gars-là sont smart, ils représentent bien notre sport, puis c'est des bons modèles pour votre jeunesse, pas mal mieux que moi. Dis de même. Ben là-dessus, on termine là-dessus. Merci, Charles. Merci à toi.